décalé. Décalé, décalé, décalé. Un brin décalé. Bonjour. Alors aujourd'hui, on poursuit notre échange avec Sarah Ferreira, qui je rappelle est psychologue et psychothérapeute en libéral et qui accompagne forcément, parce que sinon elle serait pas là aujourd'hui, qui accompagne entre autres des personnes qui ont un TSA. Et rebonjour, si jamais il y en a qui viennent d'écouter le premier épisode. Alors Sarah, là on va parler, ça vous concerne vous plus personnellement. Est-ce que vous avez déjà eu des moments où vous vous êtes sentie impuissante dans vos suivis, ou alors que vous n'avez pas su vraiment comment réagir face à certaines situations? Plein de fois, c'est le quotidien aussi. Je pense que là où je me sens le plus impuissante et sans outils qui peuvent fonctionner par rapport à tout ce que j'ai, c'est quand j'accompagne des parents qui sont totalement épuisés, que ce soit parents encore ensemble ou même parents isolés, où leur situation elle est terrible avec leurs enfants, que des fois ils les ont à temps plein, ils sont très difficiles à gérer entre des troubles du comportement, des déscolarisations, souvent ils sont isolés parce que la famille ne comprend pas, les amis non plus. Aucun relais et c'est un job à temps plein, même pire parce qu'il n'y a jamais de pause. Et là c'est super dur parce qu'à part écouter, recueillir et puis les soutenir, on peut pas, je vais pas leur sortir mes techniques. De toute façon, ils n'ont pas l'énergie de les mettre en place. Donc ouais, je crois que c'est ce qui me met le plus en difficulté. C'est très difficile, ouais. Et concernant directement des personnes qui ont un TSA, alors, ça vous arrive aussi? Oui, pardon, j'ai pas précisé, mais ça peut être des parents qui ont un TSA aussi. D'accord. Okay. Et justement, qui doivent gérer, alors c'est encore double peine, double pire, je vais dire, parce qu'ils doivent gérer leur atypie à eux, avec leurs besoins particuliers à eux, tout en gérant les atypies des enfants. Et ça, c'est hyper compliqué. Oui. Des personnes, par exemple, qui ont une hypersensibilité au bruit, qui ont besoin beaucoup d'être tout seuls, voilà, ils peuvent plus du tout accéder à ces besoins-là. Donc, c'est hyper dur. Et on sait que dans l'autisme, souvent, quand on a les burn-out autistiques où il y a tout qui s'éteint, le traitement, c'est l'isolement à un maximum, enfin voilà. Et ces parents-là, ils ne peuvent pas le faire, du coup. Donc, c'est quand même super dur. Ouais, ça demande une énergie folle. Et puis après, il y a la question aussi de est-ce que les enfants sont aussi neuroatypiques ou sont sans particularité? Alors, avec les enfants sans particularité, généralement, ça fonctionne bien. C'est quand il y a des atypies aussi chez les enfants que ça fonctionne pas. Et quand les atypies de chacun sont pas en adéquation. Un enfant qui a beaucoup besoin de faire du bruit, puis un parent TSA qui a besoin, lui, d'être au calme et sans stimulation, c'est le combo terrible. Hein. Ouais, très difficile. Mais par contre, quand l'enfant est en âge d'échanger avec son parent, la ressemblance peut faire que c'est aussi plus facile. Oui, bien sûr. Oui, là on parlait des situations de difficulté qui me mettaient en impuissance. Oui, mais du coup je rebondis mais vous avez raison. C'est un plus d'avoir un parent atypique quand on est atypique aussi, d'accord. Il y a souvent plus de compréhension, d'adaptation. Le parent peut aussi donner des astuces qu'il a déjà mis lui en place durant 40 ans et là il peut les transmettre. Elles fonctionneront pas, mais bien entendu. Puis les enfants, quand il y a déjà un parent diagnostiqué à la base, l'enfant est diagnostiqué aussi plus tôt. Et souvent, c'est le contraire, hein. C'est les enfants diagnostiqués, puis après, les parents viennent nous voir en disant, on se connaît vachement dans les enfants, en fait. Ouais, voilà. Et j'ai vu, je rebondis encore par rapport à ça, j'ai lu des témoignages où aussi il y avait, je trouve ça terrible, il y a des parents qui s'en voulaient d'avoir transmis leur neuroatypie à leur enfant et qui disaient, si j'avais su, au-delà du fait de la difficulté d'avoir des enfants, surtout quand on a un TSA, s'ils avaient su, même s'ils aiment très fort leurs enfants, ils l'auraient peut-être pas fait s'ils avaient su avant leur diagnostic. Parce que voilà, il y a une culpabilité de donner quelque part aussi des difficultés, d'amener peut-être une souffrance à son enfant. Alors moi, je l'entends pas trop dans les patients que j'accompagne, mais bien sûr, ça doit exister aussi, des personnes comme ça qui sont dans le regret. Mais par contre, j'ai dit, et si on fait un deuxième enfant ou un troisième, qu'est-ce qui se passe? Combien de chances il a d'être neuroatypique ou pas? Et quelle décision on prend en conscience par rapport à ça? Voilà. Ouais. Mais souvent, on tourne plus dans la force et l'avantage d'avoir un TSA soi-même. Et ce qu'on a pu transmettre de chouette aussi à son enfant. Mais en tout cas, dans mon vécu de ma pratique, c'est pas trop ce que j'entends aujourd'hui. Ouais, d'accord. Mais c'est pour ça que je dis que c'est
enfin, c'est propre à chacun, il y a plein de positions différentes là-dessus. Et c'est vrai que dernièrement, j'avais lu ça. D'accord. Et je trouve ça triste. Oui. Je trouve ça triste. On a peur de transmettre sa neuroatypie avec les difficultés qui vont avec. Ouais. Du coup, j'ai un peu rebondi là-dessus. C'était pas la question, mais il y a pas de souci. Puis c'est une question que je me suis posée aussi personnellement. Moi, j'adorerais vraiment. C'est un besoin même d'avoir des enfants. Mais après, voilà, il y a la question de, même si l'amour et l'envie est supérieur, donc je sais que j'aurai au moins un enfant. Et je sais que je serai une bonne mère. Mais c'est vrai qu'on se dit comment je vais faire, quoi. Parce que la vie est déjà difficile. Voilà. Pour moi, sans enfant. Donc avec un enfant, c'est... Donc là, c'est pas la crainte de transmettre la neuroatypie. C'est plutôt déjà moi avec mes particularités. Oui, c'est plus ça. Après, la neurotypie, ça dépend quel niveau de neurotypie aussi. Mais c'est vrai que ma crainte, c'est comment je vais faire, surtout par rapport à l'énergie, quoi. Au besoin de sommeil, au besoin aussi peut-être d'isolement de temps en temps. C'est pas la crainte d'être une mauvaise mère. Ça, je l'ai pas. D'accord. On arrive dans la thérapie personnelle, là. C'était pas vraiment le but. C'est pas grave. Je pense que voilà, j'ai plein d'amour à donner et que je saurais le transmettre et l'éduquer. Mais ouais, c'est plus par rapport à l'énergie que ça peut demander. Voilà. D'accord. Oui. Et puis c'est une vraie énergie en soi, un enfant à la base. Donc c'est des bonnes questions que vous vous posez. Là où les parents sans particularité se les posent peut-être un peu moins. Vous avez la surprise après, donc vous allez être préparés. Et puis ça peut être après de réfléchir à quelles ressources vous pouvez avoir autour de vous. Pour peut-être avoir du relais. Il y a des nounous de nuit qui existent aussi, c'est connu, mais voilà. Oui. J'avais bien regardé, mais après... il y a un coût financier. On arrive à un tarif... Complètement. Mais après, voilà, quelles sont les ressources qui existent autour, comment je peux compenser un peu tout ça. Puis il faut oublier qu'avec la maternité, vous avez des hormones aussi particulières qui peuvent compenser aussi les premiers temps cette fatigue, même si c'est épuisant en soi d'avoir un enfant. Toutes les femmes vous le diront, je crois. Désolée. Du non, coup, mais c'est pas grave. Là-dedans, mais c'est intéressant. Je sais pas si je mettrai, mais en tout cas, pour moi, c'est... Ok. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes senti particulièrement fier de votre travail, où vous avez été envahi d'une belle émotion? Tous les jours. Donc, plein de fois aussi. Alors moi, ce qui me touche beaucoup souvent, c'est la gratitude des personnes. Quand ils viennent vous voir, et puis qu'à la fin, voilà, il y a, ou même, par exemple, quand on fait un bilan diagnostic, à la fin du bilan, quand on voit que c'est important dans leur vie, ça leur apporte beaucoup. Et quand ils vous font les remerciements, de la manière dont s'est passé le bilan, de l'investigation qu'on a fait ensemble, moi, ça me touche beaucoup. Quand il y a cette semaine, il y a une dame qui m'a envoyé un vocal, par exemple, je l'avais vu l'année dernière, pour me dire au bout d'un an, me donner des nouvelles, lui dire comment ça l'a aidé sur son parcours. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est beau, Ouais, j'adore. C'est la plus belle récompense de notre travail quand on voit les personnes qui nous disent clairement que ça leur a apporté vraiment quelque chose. Voilà, oui, c'est plutôt dans ce cadre-là. Et puis aussi quand on voit que des personnes arrivent à nous confier des choses qu'elles diraient jamais à personne, avec beaucoup d'émotions, et quand on voit qu'elles sont soulagées d'avoir pu dire, ça aussi c'est super important. Elles vous le disent que... Oui. C'est pas moi qui le devine, effectivement. Voilà. C'est beau, ça. Ouais, c'est chouette, c'est un beau partage. Ça me rappelle mes séances de musicaux où ça m'est arrivé aussi d'avoir des retours comme ça, verbal ou non. Et c'est vrai que c'est des moments intenses. Ouais, c'est super. Si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on revienne sur la période d'avant-diagnostic, la période du début de cheminement, si on peut dire ça comme ça, pour peut-être aider les auditeurs à savoir comment être régulier, voilà, avec des choses assez précises. Donc, si une personne commence à se poser des questions et pense qu'elle peut avoir un TSA, quelles sont les étapes à suivre? Je pense que ça vaut le coup d'appeler le centre ressources autisme de la région, d'habitation de la personne, parce qu'il rassemble toutes les informations nécessaires pour savoir vers quelle structure s'orienter. D'accord ? Il y a d'ailleurs leur site internet aussi donne pas mal d'infos. Complètement. Alors là, nous, on est région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on va être sur Lyon, mais dans d'autres régions, ça va être d'autres. Vous les trouvez facilement sur internet. D'accord ? Les centres. Je pense que ça vaut le coup parce que là, on est sûr qu'on a de l'information fiable et on sait où aller. Donc, site internet, des fois, on peut les appeler, envoyer un mail aussi à des contacts.
et puis eux relaient l'information. Parce que du coup, il y a plusieurs parcours pour se faire diagnostiquer. On a le secteur public, donc du coup, c'est les institutions, voilà, de professionnels spécialisés qui vont faire les diagnostics, d'accord. Et là, c'est totalement gratuit. Et puis après, on a les réseaux de libéraux où là, c'est un diagnostic mais qui est rémunéré par la personne. Et les libéraux sont pas forcément recensés parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, de donner des listes de libéraux recensés. Ça s'appelle un peu de la concurrence déloyale ou voilà, on n'a pas le droit de donner des noms plutôt un que l'autre. Mais ça peut être première étape aussi, aller voir son médecin traitant, mais qui est pas toujours ouvert à l'autisme. Le risque, il est là aussi. Mais ça vaut le coup en première étape d'aller le voir, dire voilà, je me pose des questions. Ça permet de prendre un peu la température. Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il est OK? Est-ce qu'il vous relaie à des équipes pour un diagnostic vers des bonnes personnes? Est-ce qu'il connaît bien l'autisme? Bah peut-être pas, mais même s'il le connaît pas, les personnes ouvertes, elles vont quand même vous relayer, vous donner peut-être de l'info, vous accompagner, vous suivre. Si vous voyez qu'il est totalement fermé, qu'il vous dit mais non, mais pas vous, c'est impossible, c'est pas ça l'autisme, ne vous arrêtez pas là, ne le croyez pas, allez voir plus loin, mais par contre vous serez qu'il sera pas ressource sur le parcours, ou peut-être à la fin, une fois que vous arrivez avec le diagnostic. Et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que malheureusement, quand c'est public et que c'est gratuit, il y a un délai d'attente qui est quand même colossal. Oui. C'est quoi? C'est même 2-3 ans, non? Oui, c'est ça, on est à peu près à ce délai-là, je crois, actuellement. Ouais, selon les régions, c'est peut-être différent, mais oui. Et en privé, c'est un peu moins long, mais c'est sûr que ça, c'est un budget. Ouais, complètement. Il y a aussi les associations de famille qui peuvent être ressources quand c'est comme ça. Et eux sont à même aussi d'orienter, un peu d'expliquer aux personnes. Donc ça vaut le coup de les appeler aussi. Ok. Dans votre présentation, j'ai dit que vous réalisiez des pré-diagnostics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Oui. Alors pour les pré-diagnostics, moi je vais être plutôt sur une investigation qu'on appelle clinique. C'est-à-dire j'utilise pas des tests spécifiques. Au début, je donne quand même des questionnaires de dépistage, voilà, à la personne. C'est des questionnaires que la personne, elle remplit chez elle, d'accord? Voilà. En amont. Exactement. Qui vont explorer les différents critères diagnostiques de l'autisme avec des questions concrètes. Mais c'est plus un indicateur, on va dire. Puis après, on va servir de ces questionnaires et des réponses pour approfondir un peu plus de choses. Moi, je me base sur mes critères diagnostiques officiels qui viennent du gros manuel DSM-5, d'accord? Au niveau international, on parle tous de la même chose quand on prend ça. Et on va prendre les critères et on va poser plein de questions à la personne sur comment elle fonctionne, sur le plan social, communicationnel, lecture des émotions, expression, puis sur tout le champ aussi de ses intérêts, de ses rituels, son besoin de prévisibilité. Donc c'est des entretiens classiques où on va questionner beaucoup en demandant à la personne des exemples, qu'elle parle d'elle-même. On va être beaucoup aussi dans l'observation, voilà, de la manière de parler, de regarder, de partager les émotions, d'engager une conversation ou pas. Et puis, dans la mesure du possible, je demande à rencontrer aussi un proche. Ça peut être, alors c'est top si on a accès aux parents de la personne, qui peuvent informer un peu sur la petite enfance, leurs observations. Et si on n'a pas accès à un parent, ça peut être aussi un conjoint, une conjointe, un ami très proche, du frère et sœur. Voilà, exactement. Si on n'a personne, c'est pas grave. On prend personne. Faut pas que ça empêche d'aller vers un diagnostic. En fait, il faut savoir, aujourd'hui, on est libre de nos outils pour le diagnostic chez les adultes. Il y a des recommandations officielles, donc c'est pas mal de les suivre quand même aussi, hein, d'accord. Aujourd'hui, ce que nous dit le Centre Ressources Autisme, en tout cas de la région, moi, quand j'avais échangé avec eux, c'est que ce qui marche le plus pour le diagnostic, c'est une investigation clinique. Moi, j'ai une trame personnelle que je me suis fait avec plein de questions qui sont en lien avec les critères diagnostiques, les caractéristiques de l'autisme. Après, il y a des outils un peu plus normés qui existent. Chez les adultes, on a la DOS, par exemple, que vous aviez peut-être passé. Il y a certains centres qui les utilisent encore beaucoup. Là, vous étiez allé aussi. Et alors, en fait, on s'est rendu compte que c'est très carré. Voilà. Puis il y a beaucoup d'adultes qui passent en dessous des radars et qui arrivent à réussir ces tests et être en dessous du seuil diagnostique, du coup, parce que bon, quand on a un adulte avec une bonne intelligence, on est très bien capable en 2 heures de gérer l'interaction sociale, de bien répondre. Donc c'est pas assez fin. Tout à fait. Et puis à la base, ça a été normé plus sur des enfants. Puis il y a certaines épreuves en plus qui sont quand même hyper infantilisantes. Et voilà, quand vous demandez à un adulte, montrez-moi comment vous brossez les dents en mimant l'action. Oui, bon, non quoi. Du coup, au tout début de ma pratique, moi pour les adultes, j'étais en association avec une neuropsychologue où je faisais une partie de bilan, elle faisait l'autre aussi.
Et puis je me suis rendu compte finalement c'était un peu du double emploi et que la dose, moi j'en avais pas forcément besoin finalement pour explorer tout ça. Après on a un autre outil qui s'appelle l'ADIR. Là c'est un entretien avec les parents de la personne. Alors déjà j'ai pas exactement l'âge, mais je crois qu'au-delà de 22 ou 25 ans max, déjà elle est plus trop valide de la personne, parce que vous imaginez, on va questionner des parents de 60, 70 ans sur ce que faisait leur enfant à 4-5 ans. Waouh. Donc il y a bien une mémorisation terrible. Donc du coup, on n'a pas vraiment des infos très fiables, et je me suis rendu compte au début, je les faisais aussi assez systématiquement, que je mettais vraiment en difficulté les parents en fait, qui se trouvaient ils avaient vraiment la volonté d'aider leur enfant adulte, et dire mais on s'en souvient pas, on sait vieux, pas, est-ce que voilà. Du coup, alors c'est des outils que moi j'utilise encore avec les enfants adolescents, elles ont toutes leur place, je reste sur ce fonctionnement là, mais à partir de l'âge adulte, j'utilise autre chose. Eh ben, c'est très intéressant, merci. Et puis il y a des adultes qui veulent pas aussi intégrer leurs parents dans l'évaluation, ce qui s'entend tout à fait. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça veut dire quand même que les tests qui existent, qui sont assez rigides, disons-le, ne sont plus forcément très adaptés, en fait. Certains collègues vous diront que si, il faut les utiliser. Moi, je suis d'avis que non. Et encore une fois, le sens ressources autisme sont dans ce discours-là aussi. Ouais. Si ça pouvait avancer, ce serait bien. Ouais, ça serait chouette. On a évoqué le fait que l'accès au diagnostic pouvait être difficile pour cause du budget et ou de délai. Quel est votre avis là-dessus ? C'est difficile, très difficile pour les personnes, ce qui est une réalité, parce que soit vous avez des moyens financiers, puis vous avez la chance de tomber sur des bons pros aussi, et là ça fonctionne, le diagnostic est pas trop long et accessible. Si vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas trop le choix. Faut attendre de la place dans les structures publiques, et ça peut être extrêmement long. Après, c'est une réalité de manque de moyens, donc les centres font ce qu'ils peuvent aussi, ils sont vraiment pas fautifs là-dedans. Ils arrivent pas, il y a pas un nombre suffisant pour répondre à la demande. La grosse difficulté qu'ils ont dans ces services, c'est de recruter les médecins, en fait, principalement, parce que le médecin responsable du diagnostic médical, son médecin ne fait pas de diagnostic, dans tous les cas. Le psychiatre, Exactement. Et les centres comme ça, spécialistes du diagnostic dans le secteur public, ont beaucoup de mal à avoir des médecins à la tête. Ouais. Je sais plus si on l'a précisé, mais effectivement, les psychologues et autres professionnels peuvent réaliser un pré-diagnostic quand ils sont formés à ça. Tout à fait. Mais pour valider le diagnostic, il faut ensuite passer, pour le privé, on parle, il faut ensuite passer par un médecin psychiatre ou un médecin généraliste. Ouais, c'est ça. N'importe quel médecin peut poser le diagnostic. C'est le diagnostic médical à la base. Alors après, moi, j'aime pas trop le terme de valider. Parce que les médecins ne font pas que valider les diagnostics, ils les explorent avec nous. D'accord? C'est plutôt tout le dossier médical aussi de la personne. Explorer aussi tout ce qui est comorbidité autres. Et du coup, ils ont vraiment leur expertise à porter. Sur est-ce qu'il y a un trouble du spectre autistique avec toutes les données que j'ai? Oui, non. Voilà. Ou est-ce qu'il y a un autre trouble qui pourrait plus expliquer ces symptômes? Voilà, c'est vraiment un travail de collaboration. Alors effectivement, malheureusement, quand on n'a pas de médecin spécialisé ou qui connaissent bien le TSA, il se peut que le médecin généraliste qui connaisse très très bien la personne soit lui qui va poser le diagnostic, puis il est tout à fait légitime à le faire, d'accord. Et là, il va beaucoup plus nous faire confiance sur le compte rendu, s'appuyer dessus. Mais dans l'idéal, ce serait chouette d'avoir un médecin aussi qui connaît bien les troubles du neurodéveloppement. Moi, je travaille avec une psychiatre par exemple, et elle le dit, mais moi parce qu'elle s'était fâchée un peu là-dessus sur ce côté, on vous demande juste de valider un rendez-vous. Non, voilà, moi c'est quand même mon expertise. Je valide pas un diagnostic de TSA en un rendez-vous. J'ai besoin aussi, de recevoir la personne, d'explorer avec elle toutes les comorbidités, et après oui, je pose le diagnostic. Mais ça, je l'apprends par contre. Enfin, pour moi, le psychiatre avait le rapport, tout ça, et validé, mais rapidement, quoi. Ils travaillent tous différemment. Mais moi je dis toujours, je veux pas qu'ils valident mon diagnostic, je veux qu'ils posent le sien en fait, en complémentarité de tout le reste. Ok. Après dans la réalité, nous on fait vraiment des rapports assez complets, on explore vraiment précisément, et quand il n'y a pas de doute et que le diagnostic est évident, pour eux c'est très rapide. Regarde le rapport, ok c'est évident, je pose le diagnostic, d'accord. D'accord. Et vous formez aussi des professionnels. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quel professionnel vous formez et dans quel contexte? Voilà, nous donner des précisions. Oui, alors moi je tiens à préciser que j'ai pas le statut formateur.
Donc quand je D'accord. forme, c'est sous ma casquette libérale. Ça peut être en lien avec, souvent c'est plus avec des institutions, avec des associations qui me sollicitent aussi pour ça. Avec l'association de famille, par exemple, on a formé des assistantes sociales en charge des informations préoccupantes, des enseignants, des AESH. Il y a pas longtemps, je suis allée former les professionnels de l'UDAF qui accompagnent tout ce qui est enfants au tribunal, etc., dans des situations complexes. En fait, ça peut être n'importe quel professionnel qui font appel à vous. sollicite, voilà, et qui ont besoin de formation. Et comment vous les formez? C'est eux qui font toute leur organisation, et puis après on fait les formations. Ça peut être à plusieurs voix, ça m'est arrivé d'en faire tout seul sur une journée. Enfin, ça dépend. Ah c'est ça que je voulais, Oui. que j'allais vous demander justement combien Oui. de temps ça dure une formation. Dans l'idéal, ça devrait durer longtemps. Ouais. Mais on est toujours un peu frustré parce qu'il y a plein d'infos qu'on veut transmettre, mais on n'y arrive pas. Après, on a un peu des thématiques. On peut avoir une journée. Souvent, c'est la connaissance du TSA finalement. Ce qui est important, c'est de leur transmettre qu'est-ce que l'autisme, comment ça se manifeste concrètement chez les personnes, sachant que c'est spectre, on rappelle toujours ça. Oui. Et on essaye qu'il y a plein de choses à dire. Voilà. Et on essaye souvent de casser tous les stéréotypes, les idées reçues. Moi, j'aime bien commencer par donnez-moi un portrait robot, c'est quoi une personne avec autisme alors? Et puis après, on casse un peu les codes. Je donne beaucoup d'exemples dans ces formations qui illustrent un petit peu et qui vont marquer les personnes. Où j'ai plein de patients super qui m'ont fait des témoignages vidéo, par exemple. Et du coup, ça permet de leur passer des petits extraits à certains moments et souvent, ils retiennent ça aussi. Et est-ce que on vous a déjà demandé d'intervenir dans des écoles? Alors ça, c'était plus engagé par l'association. Les écoles, c'est un petit peu difficile d'y rentrer. Jamais en direct, mais après, voilà, quand il y a un petit montage associatif, ça peut se faire. Après, ils ont leurs propres ressources aussi en interne. Il y a des équipes spécialisées, des équipes mobiles qui peuvent venir dans l'établissement, former un peu les enseignants aux troubles du neurodéveloppement. Donc, Et il y a aussi des groupes de parole pour les familles que vous faites. Le but, vous me dites, c'est ça, c'est de leur permettre de ne pas se sentir isolés et de leur apporter une meilleure compréhension et acceptation des particularités de leurs proches. Ou peut-être aussi les aider à savoir comment réagir dans certaines situations. Vous avez tout bien résumé. C'est exactement ça. C'est ça. Exactement. C'est des familles souvent très isolées. Donc, le fait de rencontrer d'autres parents qui vivent la même chose qu'eux, mais alors, c'est le retour qu'ils nous font à chaque fois. Ce qui a le plus compté, c'est ça. Il y a des beaux réseaux qui se créent après. Ils se donnent les meilleurs conseils entre eux, des astuces de soutien. Puis parler de l'atypie de son enfant avec des gens qui comprennent, qui remettent pas en question et qui vivent la même chose à la maison, c'est hyper thérapeutique, c'est formidable. Donc l'idée c'est ça, et moi en tant que professionnelle aussi, c'est de leur apporter des clés, de l'apport un peu théorique aussi. Donc voilà, on fait les deux. Moi sur les groupes de parole que j'organise, j'ai fait un montage un peu particulier. C'est que je propose une dizaine de séances avec des thématiques à chaque fois, et selon la thématique, j'invite un professionnel à venir avec moi. Par exemple, quand on fait les comorbidités, puis les médications des comorbidités, que ce soit l'anxiété, la dépression, le TDAH, etc. J'ai une collègue médecin qui s'y connaît bien, qui vient au groupe. Quand on fait les particularités sensorielles, une collègue ergothérapeute qui vient. Vous êtes tout le temps à deux? Non, pas tout le temps. Ça dépend des thématiques, d'accord. Mais du coup, ça permet de faire venir un peu le spécialiste du domaine duquel on parle. Alors, c'est pas de la formation, je fais bien la distinction. On n'est pas là pour former les parents, mais au moins on arrive à donner des outils, à rebondir sur leurs questions. Des ressources, et ça c'est appréciable aussi. Quel message ou conseil vous aimeriez donner aux familles ou aux amis qui nous écoutent et qui sont pas dans ces groupes justement de soutien? De se renseigner. Moi je pense qu'il y a plein de ressources internet aussi super intéressantes quand on n'a pas accès direct. Il y a plein de personnes elles-mêmes concernées par le TSA qui en parlent très bien, comme votre podcast, c'est une formidable ressource. C'est gentil. Voilà, d'aller chercher des témoignages peut-être de personnes autistes elles-mêmes. Je pense que c'est ça qui aide beaucoup. Moi j'ai des patients qui me disent, moi j'adore quand je vais pas bien, j'écoute ça et en fait ça me normalise, ça me fait sentir que je suis pas tout seul, et puis ça donne des perspectives, des ouvertures, des astuces, et se rapprocher encore une fois des grandes entités comme les CRA, les associations, des choses bien labellisées. Merci. Maintenant, un message pour les personnes qui sont pas concernées dans leur environnement proche, mais qui s'intéressent à ce sujet. Déjà, bravo à vous. C'est trop top d'être pas concerné puis de s'intéresser à la neuroatypie. Moi, je trouve ça chouette. C'est plutôt rare, je trouve.
Et puis n'hésitez pas à questionner les personnes autistes. Je crois que vous le disiez dans un podcast que j'avais écouté de vous aussi, en disant de demander à la personne. Et ça, c'est vraiment le jour où vous rencontrez une personne TSA, c'est une mine d'or d'information. Hein. Moi, j'ai plus appris avec mes patients qu'en formation ou dans les livres ou les vidéos. Et peut-être aussi leur dire que il y a beaucoup de préjugés. Ah bah oui, complètement. Ouais, faut bien rajouter ça. Je voudrais savoir aussi pourquoi avez-vous souhaité vous spécialiser dans l'accompagnement de personnes neuroatypiques? À la base, alors moi, j'étais pas du tout en vocation de travailler avec les personnes avec handicap. Quand j'étais à l'université, je savais une chose, c'est que je voulais pas travailler avec les personnes porteuses de handicap. Je sais pas pourquoi, j'avais des préjugés, j'avais une peur, c'était un monde que je connaissais pas trop non plus. Et du coup, un jour, j'ai fait un covoiturage avec quelqu'un qui m'a proposé un job dans un centre pour personnes porteuses de handicap. Je me suis dit, allez, j'y vais. Comme ça, je serai sûre que je vais jamais faire ça de ma vie. Et en fait, en tant qu'étudiante de psycho, on vous met où? Sur le secteur autisme, les plus difficiles. Parce qu'on se dit, elle a le bagage, elle va y aller. Et en fait, j'ai adoré le contact avec ces personnes-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré l'autisme, en fait, par hasard, en me disant, je travaillerai jamais. Et puis finalement, j'ai travaillé 2 ans dans ce centre, du coup, en même temps que mes études. Donc, super intéressant, très formateur. Après, j'ai eu des cours qui m'ont passionnée à la fac. C'était un papa qui s'était spécialisé, qui donnait ce cours-là sur le TSA. J'étais waouh, je me suis dit mais ce fonctionnement-là différent, c'est super intéressant. C'est revenu mettre justement en question tous les stéréotypes que je pouvais avoir moi aussi sur l'autisme avant de connaître. Et puis finalement, j'ai fait un mémoire dessus, sortie de fac, je suis allée que là-dedans. Et voilà. Ouais, ça vous a pris. Donc c'est une question de rencontre. C'est marrant. Ouais, exactement. Et en fait, c'est quoi? C'est que ça vous faisiez peur? Ouais, je sais pas vous pourquoi. Trouviez ça pas intéressant? Non, c'était pas un manque d'intérêt, c'était plutôt de la crainte. En tant qu'enfant, ado, jeune adulte, je connaissais pas du tout, j'avais jamais rencontré de personne avec TSA et sans déficience intellectuelle, ou je le savais pas. D'accord. Et du coup, c'était pas vraiment l'handicap invisible qui me faisait peur, c'était plutôt les gros troubles du comportement. C'est comme ça que je me présentais. Je me suis dit, avec l'approche cognitivo-comportementale qu'on apprend, on a les outils, en fait, pour aider ces personnes-là. Donc, une fois que vous savez quoi faire, ça vous fait plus peur. Et en fait, les personnes, moi, avec déficience intellectuelle, je crois que c'est celles qui m'ont le plus marqué et appris sur mon parcours, parce qu'elles sont passionnantes. Quand vous vous intéressez à elles, que vous arrivez à rentrer en lien, waouh. Donc voilà. Trop bien. Pour terminer, Sarah, dites-nous quelque chose sur vous. C'est totalement libre. Voilà, c'est dur de dire quelque chose sur soi pour les auditeurs. C'est libre. C'est pas forcément lié à la psy, hein. Ouais, c'est libre. D'accord. Alors, moi, je vous dis que je suis passionnée de mon métier et que je prends vraiment plaisir à le faire. Merci. Merci à vous. Merci vraiment pour ce long échange qui, pour moi en tout cas, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Trop bien. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode aura apporté une petite pierre à votre édifice. Si c'est le cas, vous pouvez liker la publication ou laisser 5 étoiles, ça me fera très plaisir. Et dites-moi ce que vous en avez pensé sur la plateforme d'écoute ou sur Facebook ou Instagram. Je suis vraiment curieuse de connaître vos ressentis, vos questionnements et peut-être aussi vos témoignages. N'hésitez pas aussi à partager un brin décalé autour de vous si vous pensez qu'il peut faire écho à des personnes de votre entourage ou tout simplement pour m'aider à le faire connaître. Je vous remercie. À bientôt. Alors, est-ce que c'est pas bien d'être un brin décalé ?